Le processeur, ou CPU pour Central Processing Unit, est un peu comme le cerveau d'un ordinateur. C'est lui qui va réaliser les calculs et traiter les données. Le processeur en lui-même est composé de silicium. Vous savez, c'est ces grandes plaques qu'on appelle des wafers et sur lesquelles on va graver nos processeurs. Le silicium est un semi-conducteur. C'est un matériau qui a la particularité d'avoir une résistance pilotable. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut entrer dans le détail de la structure des atomes et dans ce qu'on appelle la bande interdite. La bande interdite est ce qui va définir si un matériau va conduire l'électricité ou non. Si on reprend nos cours de chimie, un atome est composé d'un noyau et d'un ensemble d'électrons qui gravitent autour. Les électrons peuvent seulement se trouver à des distances bien spécifiques du noyau. On les retrouve sous forme de bandes qu'on appelle aussi des bandes d'énergie. Ces distances varient en fonction de la matière, et les électrons peuvent passer d'une bande à l'autre en fonction de l'excitation de l'atome. On classe les bandes en deux catégories. Les bandes occupées où les électrons sont relativement stables, et plus loin, les bandes vacantes où les électrons vont avoir tendance à s'échapper de l'atome. Les matériaux isolants ont ce qu'on appelle une bande interdite, une zone entre la bande occupée et la bande vacante dans laquelle les électrons ne peuvent pas aller. Dans les matériaux conducteurs qui conduisent l'électricité, cette bande n'existe pas, ce qui facilite l'échange d'électrons entre les différents atomes. Dans les semi-conducteurs, cette bande existe, mais elle est relativement faible. Les électrons ont besoin d'un petit peu d'énergie de l'extérieur pour dépasser cette bande interdite et devenir donc conducteurs. En disposant bien différents matériaux, on peut créer une sorte de pont qui naturellement ne laissera pas passer l'électricité, mais en venant ajouter un petit courant tout du long, va rendre notre silicium conducteur et laisser passer beaucoup plus de courant à travers le pont. C'est ce qu'on appelle un transistor. Dans les processeurs, on va utiliser des transistors sous forme d'interrupteurs, ouverts ou fermés, 0 ou 1, ce sont nos fameux bits. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire d'un interrupteur ? Tout seul, évidemment, pas grand-chose. Mais en les mettant les uns avec les autres dans une configuration particulière, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des portes logiques. Une porte OU, une porte ET, une porte NON. Si je prends l'exemple de la porte OU, c'est une porte qui a deux entrées et une sortie. Si une des deux entrées est à 1, la sortie sera à 1. Sinon, la sortie reste à 0. En ajoutant ces portes les unes avec les autres, on va pouvoir faire des opérations beaucoup plus complexes, des additions, des multiplications, etc. Faut donc s'imaginer que dans nos processeurs, on a des millions, voire des milliards de transistors. Plus on a de transistors, plus on va pouvoir faire des calculs performants. Mais la grande force d'un processeur n'est pas simplement de pouvoir faire un calcul, mais la possibilité de programmer les calculs qui vont être exécutés par le processeur, ce qu'on appelle les programmes. Alors, généralement, quand on parle de langage de programmation, on va parler de Java ou Python. Ce sont des langages dits de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils sont faciles à écrire, et facile à comprendre pour les humains. Pour que le processeur puisse comprendre ce langage, il va falloir le transformer. C'est le processus de compilation. On va traduire notre langage en langage machine fait de 1 et de 0. Une fois qu'on a compilé notre programme, on va le stocker en RAM. Il faut bien comprendre que dans la RAM, on va avoir à la fois les instructions du programme et à la fois les données sur lesquelles on va vouloir travailler. Dans le processeur en lui-même, on va avoir trois gros composants. Le registre, qui va stocker les données sur lesquelles on va pouvoir effectuer une opération. L'ALU, l'unité arithmétique et de logique, qui va se charger de transformer les données qui sont contenues dans les registres. Et l'unité de contrôle, qui coordonne le tout. À partir de là, on a plusieurs types de tâches qui vont pouvoir être exécutées par notre processeur. C'est ce qu'on appelle le jeu d'instructions. Comme instruction, on peut avoir par exemple load, qui va aller lire une donnée en mémoire pour la stocker dans un des registres du processeur. On a add, qui va nous permettre de faire une addition entre deux données qui sont contenues dans les registres, ou encore MLU pour les multiplier, ou store, qui va nous permettre de stocker une valeur de registre à une adresse donnée. Le tout premier processeur, le C4004 d'Intel, comportait 46 instructions différentes. Aujourd'hui, on a des processeurs qui peuvent avoir plusieurs milliers d'instructions différentes. À l'initialisation de notre programme, on va lire l'instruction qui se trouve à l'adresse 0 de la mémoire. Cette instruction se compose en deux parties. D'un côté, le numéro de l'instruction en binaire, et de l'autre, la donnée sur laquelle elle s'applique. Notre première instruction va stocker une valeur dans le registre A, notre deuxième instruction va stocker une valeur dans le registre B, et la troisième instruction va additionner les deux valeurs. Voilà, on a un premier programme qui va faire une addition. Tout ça en 3 cycles. Pour synchroniser l'ensemble des transistors dans ces opérations, on va définir une fréquence d'horloge. Un processeur de 3 GHz sera capable d'exécuter 3 milliards de cycles par seconde. Enfin, pas tout à fait.
Dans certains cas, une instruction peut prendre plusieurs cycles. C'est ce qu'on va voir avec la différence entre un processeur CISC et un processeur RISC. Depuis les débuts des processeurs, Intel, qui a été leader sur le marché, a voulu faciliter la prise en main de ces processeurs par les développeurs. Il va donc, au fur et à mesure des générations, augmenter le nombre d'instructions disponibles sur ces processeurs. Mais augmenter le nombre d'instructions augmente la complexité des puces. Et une fois une instruction implémentée, difficile de revenir en arrière. On appelle ce type d'architecture l'architecture CISC, pour Complex Instruction Set Computer. Dans les années 80, en Angleterre, Acorn, une petite entreprise qui fabrique des ordinateurs, planche sur un nouveau type d'architecture. Basé sur les recherches de l'Université de Californie, les ingénieurs d'Acorn conçoivent un des tout premiers processeurs RISC pour Reduce Instruction Set Computer. L'idée est de réduire le nombre d'instructions au minimum et de laisser le logiciel se charger de combiner ces instructions pour réaliser les tâches les plus complexes. L'autre grand principe est de faire en sorte que toutes ces instructions soient exécutées en un seul cycle, évitant ainsi de désynchroniser les instructions exécutées en parallèle. Alors même si cette architecture implique une conception logicielle plus poussée, elle va permettre de réduire drastiquement la consommation et d'avoir un processeur qui chauffe beaucoup moins. Il va même être possible de se passer de ventilateur. Alors aujourd'hui, Acorn n'existe plus en tant que fabricant d'ordinateurs, mais vous connaissez peut-être sa branche processeur devenue ARM. Sa particularité, c'est que contrairement à Intel, qui a fait le choix de concevoir et de fabriquer ses propres puces, ARM conçoit simplement des architectures et vend des licences pour que d'autres fabricants comme Nvidia ou Samsung les utilisent dans leurs propres puces. Des puces qui pourront être fabriquées par des grandes fonderies comme TSMC par exemple. Si les puces RISC ont des caractéristiques intéressantes, elles ne font pas tout de suite l'unanimité. L'architecture n'est effectivement pas compatible avec les processeurs Intel existants, elle demande à ce que les programmes soient recompilés spécifiquement pour ces puces. Très peu de logiciels sont alors compatibles avec l'architecture RISC. On va pas la retrouver dans nos PC, mais certains appareils grand public vont quand même l'utiliser. On va la retrouver dans la Game Boy, ou même toutes les grandes consoles de jeux, que ce soit PlayStation, Xbox ou encore celle de Nintendo. Mais ce qui va vraiment faire l'essor des puces ARM, c'est la téléphonie mobile. Avec l'explosion du marché au début des années 2000, les grands fabricants comme Nokia ou Motorola vont utiliser l'ARM dans leurs téléphones portables. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Eh oui, l'iPhone. Quand Apple design son premier iPhone, ils font d'abord appel à Intel, pour leur demander un processeur spécifique. Mais Intel, qui au passage loupera totalement le virage du mobile, refuse. Apple se tourne alors vers ARM pour ses futurs téléphones. Et c'est comme ça qu'Apple va mettre un pied dans la conception de processeurs. Après plus d'une décennie à concevoir des puces pour ses iPhones, elle va gagner une véritable expertise dans le domaine. En 2020, alors que quasiment aucun ordinateur grand public tourne avec des puces ARM, Apple crée la surprise en proposant un ordinateur portable avec sa toute nouvelle puce ARM dérivée de sa gamme mobile, la puce M1. La puce M1 surpasse la concurrence en termes de performance, tout en consommant et en chauffant beaucoup moins, ce qui va permettre de démultiplier l'autonomie de la batterie. Apple finira même par remplacer toutes les puces Intel de ses ordinateurs par ses puces maison. La grande force d'Apple est de maîtriser toute la chaîne de valeur, de concevoir à la fois les puces, ses ordinateurs et les logiciels qui tournent dessus. C'est ce qui va leur permettre de vraiment tirer parti de l'architecture ARM. Cela suppose de recompiler tous les programmes qui étaient conçus sur les puces Intel pour les puces ARM, avec des enjeux importants d'incompatibilité. En maîtrisant à la fois le logiciel et le matériel, Apple va pouvoir proposer un émulateur qui va permettre une transition en douceur entre Intel et les nouvelles puces. Tous les logiciels pourront ainsi continuer à fonctionner sur les puces M en attendant d'être recompilés spécifiquement sur l'architecture ARM. Le tour de force vient aussi de l'utilisation des SoC, System on Chip. Inspiré de ce qui se fait sur les téléphones, l'idée est de prendre toutes les puces traditionnellement utilisées sur un ordinateur et de les mettre dans une seule et même puce. Apple va aller jusqu'à coller la mémoire vive à cette nouvelle puce. Cela va permettre de faciliter la communication entre ces différents composants et grandement simplifier l'architecture des cartes mères. C'est un ensemble d'innovations qu'Intel va avoir du mal à introduire dans sa propre architecture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo ou vous abonner. À très vite.